Sunday Production. GTJ Grande Traversée du Jura propose 7 parcours dans 6 sports différents. Et j'ai dit, feu quoi, on y va, ça va être le défi 2024, donc de faire toutes les traversées du Jura telles que la GTJ le propose. La seule différence, c'est que normalement, il y a 2 parcours de vélo de route. Donc, il y a ce qu'ils appellent la GTJ normale et la petite GTJ. Et moi, du coup, la petite GTJ, pour ne pas faire 2 fois le même sport, j'ai décidé de la faire en ski à roulettes. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Thomas Billot aujourd'hui. Bonjour Thomas. Salut Arnaud. Tout va bien ? Super, oui. Eh bien écoute, moi je suis très heureux de te recevoir sur le podcast Ultra Talk. Je suis très heureux de partager ton parcours et ton histoire. Et puis surtout, je te remercie d'avoir fait l'effort de venir à Lyon pour que puisse enregistrer en face à face. C'est toujours plus agréable. C'est sûr, merci de l'invitation en tous les cas. Et c'est vrai que c'est toujours plus agréable de partager en réel plutôt que derrière les écrans. Donc, exactement. Alors je vais commencer par une question pas très agréable, mais je vais te demander ton poids. Tu pèses combien ? Alors, je pense, parce que je ne me pèse plus, mais je sais pas, 85-86 kilos par là. 85-86 kilos. Donc c'est vrai que je te pose cette question volontairement et je pense que tous les auditrices et les auditeurs vont comprendre. Maintenant, ma deuxième question, c'est tu pesais combien le 18 février 2020 ? Le 18 février 2020, je pesais 147,3 kilos exactement le matin de l'opération et il y a une belle différence aujourd'hui. Alors, il y a une belle différence, hein, je constate effectivement visuellement, puisque tu es face à moi, mais derrière, on va rentrer dans l'échange, mais avant toute chose, et comme je le fais systématiquement sur le podcast Ultra Talk, Thomas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Je m'appelle Thomas Billot, j'ai 34 ans, heureux papa d'une petite fille Luna. Et aujourd'hui, je suis en BTS diététique pour ma 3e année et on va dire aventurier à ma façon, découverte des grands espaces. Je suis passé de commercial sédentaire à sportif ou aventurier à ma façon, voilà, comme j'aime bien le dire. Alors c'est vrai qu'on va parler, bien évidemment, c'est aussi pour ça que tu es là. J'attaque volontairement sur cet axe du poids parce que la perte de poids est impressionnante, il y a eu un changement de vie, on va en parler. Mais aussi, on en parlera, c'est l'exploit réalisé, la traversée du massif du Jura français, avec 7 manières différentes en plein hiver. Et quand on connaît le Jura, on peut imaginer la performance, surtout en plein hiver. Déjà l'été, c'est pas facile, mais en plein hiver, ça l'est encore plus. Alors, on va rebobiner l'histoire, Thomas. Et ma question, c'est comment tu es arrivé, ou qu'est-ce qui a fait que le matin avant l'opération, puisque tu as eu une opération effectivement, tu nous expliqueras, qui a généré cette perte de poids hier. Donc ça veut dire une prise de décision, une prise de conscience, ou peut-être une maladie, tu vas nous expliquer. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu sois arrivé à un poids de 147 kilos le 18 février au matin 2020 ? En fait, l'histoire, elle est simple. J'ai toujours été, on va dire, un bon bébé depuis la naissance, l'adolescence, l'enfance. Après, bon vivant, bon bébé, bon vivant. Donc voilà, toujours un petit peu sportif parce que j'ai fait du handball depuis mes 5 ans jusqu'à mes 19 ans. J'ai fait beaucoup de rallye automobile. J'ai fait du ski de fond avec mon papa, du VTT, enfin plein de choses, mais... Donc il n'y avait pas de problème d'obésité dans l'enfance ? Si, j'ai toujours été au seuil de l'obésité, voire obèse à partir, on va dire, fin de collège, début de lycée. Malgré le sport. Malgré le sport. Après, problème de santé type thyroïde ou autre, mais bon, ça, je remets pas le facteur là-dessus. Je préfère ne pas le mettre parce qu'aujourd'hui, j'ai plus ces soucis, donc il n'y a pas de raison. Et en fait, on se laisse aussi un peu porter par les copains, les sorties ou autres. On sait un peu tous comment c'est. Et 2009, j'ai eu un grave accident en rallye automobile, où là, j'ai pendant 1 an coupé tout sport parce que j'étais en rééducation. Et après, en fait, j'ai jamais repris le sport, très clairement. J'ai fait 2 ans de rugby, histoire d'eux. Et après, j'ai rentré dans la vie, je dirais, active et plus que sédentaire. Et le métier de commercial n'aidant pas forcément à moins manger au restaurant ou à se dépenser un peu plus, on arrive à 147 kilos le matin du 18 février 2020. Quoi. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené
Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision de te dire, bon, alors c'est peut-être pas toi qui as pris la décision, c'est peut-être ton entourage aussi qui t'a amené à prendre cette décision, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises, bon là il faut que je me fasse poser un anneau, parce que c'est ça, hein, je crois. Non, alors, c'est plus que ça, c'est une sleeve. Donc une sleeve, c'est une ablation de l'estomac. Ok, tu fais bien de préciser. Donc qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision? Est-ce que c'est le corps médical qui t'a dit, bon là c'est plus possible? Est-ce que c'est ton entourage? Est-ce que c'est toi? Non, alors c'est pas le corps médical parce que j'étais en très bonne santé, enfin vraiment aucun souci de santé ou autre. En fait, j'ai eu la chance d'être papa en 2016 et en 2018, j'ai pris conscience que si je continuais comme ça, en fait, à 40 ans, je profiterais pas de ma fille. Et c'est de là qu'est née cette envie voilà, de trouver des solutions. J'avais déjà essayé des régimes divers et variés, on sait ce que ça donne, c'est pas forcément une franche réussite, sauf pour des gens qui ont vraiment une grosse force mentale. Peut-être qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai pu développer à travers le sport, j'aurais cette force mentale, mais que je n'avais pas à l'époque. Et en fait, avec l'aide de mon médecin traitant, on a convenu de lancer le process opération bariatrique et de bénéficier donc d'une sleeve 2 ans plus tard, parce que c'est un process qui est assez long. Donc en fait, je dirais que moi, le facteur déclenchant de tout ça, c'est ma fille. Très clairement, c'est Luna. C'est Luna qui m'a... Voilà, et au fil de l'histoire, on pourra en discuter, mais elle a été vraiment très présente dans beaucoup de prises de conscience depuis cette opération, quoi. Ah non, c'est super. Déjà, c'est hyper touchant, c'est beau. Et est-ce que tu pratiquais toujours le sport? Alors, effectivement, tu étais commercial, tu l'as dit, tu faisais un petit peu de. Enfin, tu avais le rugby qui était dans ta vie. Mais est-ce que alors, c'est ta fille, effectivement, il y a eu cette prise de conscience. Tu nous expliques également qu'il faut un certain temps entre tu décides de le faire et l'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois préparer ton corps à l'opération. C'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs petites interventions avant? Comment ça se passe? Non, c'est que c'est un process qui est long parce que c'est quand même une chirurgie qui est lourde, qui est, une fois qu'elle est faite, elle est actée, c'est-à-dire que l'estomac, on ne peut pas se le faire reposer dans l'autre sens, donc il faut que ça soit une décision qui soit mûrement réfléchie. Et en fait, on a un gros protocole de suivi médical, donc avec des rendez-vous psychologues, pneumologues, cardiologues, endocrinologues, enfin il y a une batterie de 10 ou 12 médecins à aller voir, qui valide un dossier, et ensuite ce dossier est validé par la sécurité sociale ou autre pour la prise en charge de l'opération ou non. S'il déclare que l'opération n'est pas justifiée ou justifiable ou qu'il y a des facteurs qui sont limitants dans le temps, il ne nous opère pas, quoi, clairement. Donc c'est vraiment un process qui est long. Moi, ça a duré plus d'1 an parce qu'il y a le temps d'avoir tous les rendez-vous. Voilà. Et après, il y a un protocole, on va dire, préopératoire, mais c'est 1 mois avant l'opération où, oui, il y a un régime alimentaire spécifique. Et on conseille quand même de reprendre l'activité physique, je parle d'activité physique, pas de sport, en amont pour aussi réhabituer le corps. Voilà. Et bien évidemment, cette opération, derrière, tu avais ce souhait-là, tu savais peut-être pas ce qui allait se passer, mais ça a changé plein de choses pour toi, puisque tu as décidé effectivement de reprendre des études, de reprendre le sport, on va le voir, dans des aventures assez engagées. Est-ce que tu imaginais, le 18 février au matin, tout ce qui allait se passer derrière? Est-ce que tu l'avais déjà dans ton esprit? Ou est-ce que les choses se sont... le puzzle, on va dire, s'est constitué au fur et à mesure du temps derrière depuis 3 ans maintenant, enfin 4 ans bientôt même? Ah, j'aime bien l'image du puzzle parce que c'est une image que je prends souvent. C'est marrant, tu vois, j'avais pas fait... Excuse-moi, mais c'est au moment où on enregistre cet épisode. Donc cet épisode va sortir fin février, puisque volontairement, le 4 mars, c'est la journée mondiale contre l'obésité. Tu vas nous en parler. Exactement. Voilà. Et donc, au moment où on se parle, ça fait quasiment 4 ans. C'est ça. Quasiment 4 ans que tu t'es fait opérer. J'avais pas fait le lien, tu vois, en préparant l'épisode. Et est-ce que tu avais... alors, je te laisse poursuivre ta réponse qui était sur est-ce que tu imaginais ce qu'allait se passer derrière? En fait, j'imaginais, moi, ce que j'avais imaginé, parce que j'étais quand même allé voir beaucoup de ce qu'on appelle des ETP, des ateliers, voilà, des gens, des prises de parole de personnes qui avaient été opérées. Donc, je savais qu'il fallait ménager sa nutrition, qu'il fallait adapter sa nutrition, qu'il fallait adapter l'activité physique. Ça, j'en étais prêt. Je savais que j'avais l'envie de reprendre le sport, de pouvoir m'épanouir, de pouvoir partager des sorties vélo avec ma fille ou autre, de reprendre un petit peu la course à pied, suivre aussi un petit peu la famille, parce que mon frère court beaucoup, mon père court également. Voilà, c'était histoire de pouvoir aussi avoir un moment de partage, comme on a là à l'heure actuelle, parce que moi, j'aime beaucoup le partage, et l'aspect nutrition. Mais de là, je n'avais pas imaginé le parcours où j'en suis aujourd'hui. Et c'est ça qui est exceptionnel, c'est qu'au final, je m'épanouis grâce à ça aujourd'hui dans un tout autre horizon de ce que j'avais il y a quelques années, quoi. Alors c'est clair, hein, que ça, quand on regarde ton parcours, moi j'ai été lire des interviews, voir des vidéos, j'ai été voir également comment tu communiques, est-ce que tu communiques, et on voit bien qu'aujourd'hui tu es bien dans tes baskets, et
tu as envie, tu parles de partage, mais je pense que c'est pas anodin si tu t'es lancé dans... Alors déjà, tu es coach en nutrition, donc je pense que tu sais parfaitement de quoi tu parles. C'est ça. Il y a également ce cursus en BTS diététicien nutritionniste qui est en cours. Ma question, et avant qu'on rentre dans pourquoi tu t'es lancé dans cette aventure sur la traversée du Jura, même si avant, il y a quand même eu... j'ai 2 points qui sont quand même aussi marquants. Ton avis sur l'obésité, est-ce que c'est... Toi qui l'as vécu, est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que c'est lié à l'alimentation ? Partage-nous ton expérience sur ça et ton avis sur ça. Alors, moi, j'ai un avis... Parce qu'on a quelques jours, comme je l'ai dit, on a quelques jours de la journée mondiale contre l'obésité. Du 4 mars, effectivement. Voilà. Moi, j'ai un avis assez tranché. Enfin, voilà, l'obésité a été reconnue maladie il n'y a pas si longtemps. Et pour moi, c'est une réelle maladie parce que on parle d'alcoolisme qui est une maladie, on parle de drogue qui est une maladie. L'obésité est une maladie en tant que telle. Et ça, faut en avoir conscience. Et c'est pas parce que voilà, il y a des gens, ils peuvent faire attention à ce qu'ils mangent toute leur vie, être hyper stricts avec eux-mêmes et avoir des compulsions alimentaires, avoir plein de choses autour de l'alimentation. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but du sujet, mais effectivement, il faut arrêter d'associer obésité à trop manger, mal manger, malnutrition. Je connais beaucoup d'obèses qui sont hyperactifs ou qui font beaucoup d'activités physiques ou autres et qui pour autant ne sont pas minces. Et à côté de ça, il y a des gens très minces qui sont hyper sédentaires et qui n'ont aucune activité physique. Donc voilà, c'est aussi une maladie, il faut en prendre, voilà, il y a des pathologies par rapport à ça, il faut vraiment en prendre compte et ne pas juger les gens sur une apparence, quoi. Non, ça c'était important pour moi que tu partages ton avis sur ça parce qu'il n'y a personne d'autre qui est mieux placé que toi pour en parler. Et puis tu as également, il y a cette journée mondiale contre l'obésité le 4 mars, mais toi aussi tu fais également des actions puisque tu as proposé un 24 heures de sport contre l'obésité, c'est ça ? C'est ça, c'est l'année dernière en 2023, après mon retour de Guadeloupe où j'étais en stage de BTS. J'avais envie de faire quelque chose. C'est sympa comme stage en BTS en Guadeloupe. Ouais, c'était assez sympa, ouais. Effectivement, j'ai assez profité. Ouais. Et une belle terre de cyclisme d'ailleurs pour les gens qui aiment ça. Et j'avais envie de faire quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire, donc voilà, j'ai fait 24 heures de sport, j'ai lancé ça dans mon village natal, sur une boucle de 3 km qui était vraiment ouverte à tout le monde. Et ça a été un moment de sport pour moi, parce que j'ai fait plus de 220 km, je crois, 180 en courant, et le reste en VTT quasiment. Et après, j'ai eu plein de personnes qui sont venues marcher, partager un bout en vélo ou autre, et du coup, ça a permis de communiquer autour de ça. Et c'était vraiment un beau moment à des gens qui m'ont dit, ouais, au lieu d'être dans mon canapé, je suis venu voir ça, parce que j'ai vu dans le journal, puis ça m'a inspiré. Donc voilà, ça fait partie de ce que j'aime et de ce que je veux promouvoir à travers mes actions, quoi. Ouais, génial. C'est important qu'on en parle également. Tu parlais de la Guadeloupe, alors volontairement j'ai rebondi sur ça puisque tu as fait le tour de la Guadeloupe en vélo. C'est ça. En fait, donc moi j'ai vu la distance, 310 km forcément ça m'a interpellé, 10h40. Pourquoi ça m'a interpellé ? Parce que je pense aux distances des épreuves de Race Cross que j'organise, Race Cross Series, Suisse, France, Paris, Belgique et bientôt dans d'autres pays. Et donc ça m'a interpellé, 10h40, 310 km, c'est une belle moyenne quoi. Ouais, j'ai assez bien pédalé, ouais, effectivement. Là, en fait, c'est pareil, c'est parti d'un moment de partage où je suis arrivé en Guadeloupe, j'avais l'envie de pas prendre de voiture de location. J'avais la chance d'être hébergé dans la famille ou autre, donc j'étais au CHU de Pointe-à-Pitre qui est à 3 km de l'endroit où j'habitais. Donc j'ai emmené mon vélo, valise à vélo, hop, et puis en fait j'ai commencé à vadrouiller en Guadeloupe. J'ai rencontré des gens formidables, en l'occurrence Mehdi, Maxime, s'ils s'écoutent, s'ils écoutent, on leur passe le bonjour. Et en fait, on est venu, j'ai fait le tour de la Grande Terre, après j'ai fait le tour de la Basse Terre. J'ai rencontré Mehdi, qui est également un ancien obèse, qui a perdu lui plus de 90 kilos, qui fait de l'ultra-distance en vélo. Donc lui, il a fait des 400 km en Guadeloupe ou compagnie, et puis en fait en sympathisant il me dit tiens toi t'as la caisse, t'as qu'à aller faire le tour de Guadeloupe. Je dis les feux, c'est parti quoi. Puis du coup ils m'ont accompagné, on a lancé ça sur une journée et puis c'est parti. Il faut qu'on en parle, ça m'intéresserait moi de vous inviter sur Race Cross France justement en équipe, pourquoi pas, et faire la promotion justement, en tout cas promouvoir ces problèmes d'obésité. Je pense qu'avec grand plaisir, et puis en plus on va en parler après les micro-étapes. Mais très clairement, moi c'est aussi pour ça que j'ai créé Race Cross France il y a maintenant 7 ans, c'était que cette épreuve serve de support pour parler, soit pour lever des fonds pour des associations humanitaires ou caritatives, soit pour mettre en lumière typiquement cette journée mondiale contre l'obésité le 4 mars, mais pourquoi pas constituer une équipe de 2 ou de 4
sur la distance de ton choix. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous invite. Parce que quand je vois la moyenne et la distance que tu as parcouru, je me dis que le 300 km avec le Mont Ventoux, c'est largement accessible pour toi. Bah, je te dirais qu'on en reparlera le 21 ou le 24 juin quand je serai peut-être à l'arrivée à Mandelieu. C'est ça, sur je crois que tu t'es renseigné. Sur la 1000 km. Parce que je suis inscrit. Ah bah écoute, bah voilà, et ben voilà, tu vois. On en parlera, c'est avec grand plaisir. En tout cas, si on peut faire des équipes et faire participer des personnes qui, grâce au sport, justement, combattent cette maladie, c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors ça, c'était la première chose dont je voulais parler, puisqu'à ce Tour de Guadeloupe, à vélo, 310 km, 300 km, c'est déjà une première distance. Et puis derrière, tu t'es dit, je ne vais pas m'arrêter là, puisque tu as pris un vélo cargo. C'est ça. Et tu as fait le tour du Mont Blanc. Alors non, le tour du Mont... j'ai fait Gravelman du Mont Blanc en amont, donc ça c'était ma première longue distance. J'avais fait en 2022 l'épreuve de Steven Le Yarrick. Ouais. Ça c'était, en fait j'avais jamais fait plus de 110 km en vélo, puis j'ai un copain qui m'a dit tiens, tu veux pas venir avec moi? Je dis oui, allez, on y va, c'est parti. Donc j'ai fait effectivement le tour du Mont Blanc, par les 3 pays. Par les 3 pays avec un copain. On avait mis, je sais plus, 22h30 ou 23h. Donc c'était ma première longue distance. Et après, ensuite, là, j'ai acheté un vélo cargo et j'ai fait plutôt découvrir un peu l'itinérance à ma fille sur la GTJ cette année, en fait. Donc tu mets ta fille devant et la remorque derrière. Et ça doit être un manège pour elle. Eh ben, ça a été tellement un manège que j'avais prévu de l'acheter au mois de juillet et de le revendre au mois d'août parce que c'est quand même un investissement. Et puis il est toujours dans le garage. Là, je suis à Lyon avec et puis il est garé en bas et voilà. Génial, ça c'est une belle histoire. Donc il y avait beaucoup de dénivelé. Alors, j'imagine comment ta fille a dû s'éclater à l'avant avec papa qui pédale. C'est ça. Et puis j'aimerais qu'on vienne sur ce projet de traversée du Jura par 7 manières différentes en plein hiver. Parle-nous de ce projet. Comment est-ce qu'il est né? Alors en fait, il est né donc l'année 2023, j'ai fait donc le Tour de Guadeloupe. Après, j'ai fait la journée mondiale de l'obésité. Le 7-8 mai, j'ai fait une première traversée du Jura, 190 km, sur un parcours officiel de 400. Donc c'était un parcours qu'avait créé Stéphane Brognard pour parler un peu du Jura. Qui est passé sur le podcast il y a quelques années déjà, effectivement. Et en fait, j'avais envie de me tester à longue distance, parce que tout le monde m'avait dit, tu veux griller des étapes, tu veux aller trop vite, tu veux aller trop loin. Et passer de 80 km en courant à 180, c'est pas la logique. J'aime bien apprendre de mes erreurs. J'aime bien montrer potentiellement des fois aux gens que laissez-moi faire aussi comme j'ai envie. Et donc j'ai créé ce projet de traversée du Jura. Parce que généralement, les personnes, quand tu leur parles d'un projet comme c'est un peu fou, c'est... et toutes les personnes qui sont un petit peu dans le développement personnel, je vais rien partager d'extraordinaire, mais c'est généralement la peur des propres personnes, en fait. Hein. C'est les personnes qui te partagent leurs propres craintes, leurs propres freins, leurs propres peurs, et te l'envoient en pleine tronche. C'est ça. Et donc, il faut savoir justement prendre du recul et garder le cap. Mais c'est ça, mais en général, c'est le genre de personnes qui te disent tu vas échouer. Et puis le jour où tu as réussi, ils vont taper sur l'épaule et dire c'est bien ce que tu as fait. Puis si tu as échoué, dis-toi, je te l'avais dit. Voilà. En général, c'est toujours la même typologie de personnes. Donc maintenant, avec la formation, avec le recul. Puis avec la formation de préparateur mental que j'ai fait aussi en parallèle ou autre, on arrive à cerner un peu ce genre de personnes et à évoluer. Et en fait, du coup, j'ai créé cette traversée. J'ai repris la trace de Stéphane et j'ai emmené 2 copains avec moi, donc François Hinault et puis qui est de la Planète Trail, le podcast L'Instant Outdoor, et puis un de ses copains. Et on est parti faire ça. Et on a mis 33 heures pour faire les 190 km, donc c'est content à la fin. Et en fait, j'ai eu la chance d'être accompagné par Vincent Defrane, donc ex-champion, qui est toujours champion olympique. Mais ça reste une vie, champion olympique. De biathlon. Et en fait, qui est un ambassadeur de cette région. Hein. C'est ça, tout à fait. Et en fait, j'ai eu la chance, le vendredi soir avant ma traversée, de recevoir un WhatsApp, un vocal de Vincent qui me demandait l'autorisation de venir courir un bout avec moi. Donc déjà, au début, j'ai vraiment... Champion olympique qui te demande l'autorisation. C'est ça, mais je l'ai enregistré celui-là parce que c'est il faut le garder. Voilà. Et en fait, au début, j'ai cru à une mauvaise blague en disant... Et en fait, on a mis les bandes son en fait pour écouter. Et puis, c'est vraiment la voix de Vincent. Et du coup, je lui réponds, bah ouais. Et le lendemain matin, à 8h, il était au départ de Pontarlier avec moi pour courir 10 km. Et en fait, il est né une sorte d'amitié sportive au début et il m'a invité à venir faire une rando avec sa marque Ayak dans les montagnes du Jura.
Et puis un coup, on commence à chambrer sur le matériel, qu'il n'y a pas de mauvaise météo avec des mauvais habits ou autre. Et il m'avait proposé le soir même, autour d'une fondue, de faire une bout de la traversée du Jura en ski de rando avec lui. La chose, à moi, tu me proposes pas ça parce que je dis oui direct sans même trop réfléchir. Et en fait, en réfléchissant, donc on finit la rando et le soir, je dis en fait, c'est pas une traversée du Jura, faut que je traverse toutes les saisons. Parce que comme ça pourrait promouvoir aussi sa marque de vêtements, marque voilà, qui est hyper engagée, très clairement. que j'adore ou autre. Et voilà. Et du coup, je réfléchis, je vais sur le site de la GTJ, donc je connaissais un peu tous les parcours. Puis en fait, clairement, la GTJ propose 7 parcours, donc GTJ Grande Traversée du Jura, propose 7 parcours dans 6 sports différents. Et j'ai dit, feu, quand on y va, ça va être le défi 2024, donc de faire toutes les traversées du Jura telles que la GTJ le propose. À la seule différence, c'est que normalement, il y a 2 parcours de vélo de route. Donc, il y a ce qu'ils appellent la GTJ normale qui fait 297 km, je crois. Et la petite GTJ qui fait 257. Et moi, du coup, la petite GTJ, pour ne pas faire 2 fois le même sport, j'ai décidé de la faire en ski à roulettes, qui est un peu la préparation des fondeurs jurassiens aussi, ça, qui représente aussi bien le massif jurassien que de faire du vélo, quoi. Donc voilà comment est né ce projet grâce, une fois de plus, au moment de partage avec Vincent, des rencontres et autres. Et est née cette envie aussi de promouvoir mon Jura, parce qu'on reste chauvin quand même. Je me l'approprie un petit peu en disant mon Jura, mais c'est un peu ma terre de jeu. Donc voilà, c'est promouvoir cet espace où on peut en fait tout faire dedans. Il n'y a pas besoin d'aller à 10 millions de kilomètres, on peut tout faire dedans, quoi. Mais c'est vrai que le Jura, alors moi c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le parcourir à plusieurs reprises, que ce soit côté français, côté suisse, mais côté français venant du nord de la France et descendant vers le sud. Franchement, j'ai été totalement désorienté, dépaysé quand je me suis retrouvé sur ces plateaux du Jura, en vélo avec un léger vent de dos, je me souviens très bien, à l'été 2020. C'était magnifique. C'est ça. J'étais ailleurs en fait, tu vois, j'étais ailleurs complètement. C'est ça, et puis en fait, c'est d'un côté, du nord au sud, en fait, les paysages changent, c'est vraiment. Et moi, là qui vais le traverser durant les 4 saisons, en fait, je peux passer du coup 7 fois au même endroit et en fait, j'aurai jamais le même décor. T'auras plusieurs, 7 panoramas différents à chaque fois. Exactement, ouais. Et c'est ça qui est exceptionnel, quoi. Où en fait, il y a 7 points de vue et ça va être top. Ouais, ça c'est génial. Alors, il va y avoir la traversée en skating. Il y a la traversée en skating, en VTT, en vélo de route, en trail, en ski à roulettes, en ski de roue, ce que pratiquent effectivement les fondeurs l'été, à cheval. Et alors, comment tu vas préparer tout ça ? Comment tu prépares tout ça ? Alors, pour reprendre... Est-ce que tu as déjà réalisé une de... Oui, alors voilà, pour reprendre un petit peu... Ça veut dire le projet est en cours. Le projet est en cours, il a commencé le 21 janvier. J'ai fait la traversée, donc raquette ski de rando nordique, parce que eux, pour la GTJ, c'est 2 parcours différents. Mais en fait, au final, il n'y a que le départ qui est différent. Il y a 15 km d'écart. Et moi, du coup, j'ai pris le parcours le plus long que j'ai fait sur l'intégralité, qui à la base était en raquette et en ski de rando nordique, mais que j'ai fait les 120 km en marchant courant et avec les skis sur le dos, parce que j'ai pu skier, je crois, 3,5 km sur les 120, tellement il n'y a pas de neige cette année dans le Jura. Ça aussi, on pourra en parler aussi, ça. Voilà. Mais au final, ça a été beau parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur moi parce que donc, j'ai fait 120 km en marchant avec un sac qui, je pense, faisait 12-14 kilos. Les skis qui dépassaient, les chaussures de ski, enfin voilà, pas mal de choses. Pas mal de choses. Et en fait, j'ai pris 16 heures de pluie sur les 30 heures. Donc là, tu apprends sur toi-même, tu apprends la résilience, tu apprends à avancer et à pas lâcher, quoi. Et donc ça, c'était la première. La deuxième, c'était prévu au 15 février en skating. Là, très clairement, je l'ai annulé. Parce qu'aujourd'hui, il y a 0 cm de neige, il y a une boucle de 10 km dans le massacre, mais c'est pas une traversée. Est-ce que c'est un point sur lequel, toi qui vis dans cette région, est-ce que cette année est particulière par rapport aux années passées ? Est-ce que ça s'accentue par rapport aux années passées ? Quel est ton avis ou qu'est-ce que toi tu constates sur ce qu'on appelle le changement climatique ? Est-ce que pour toi, c'est une année comme il y a 5 ans, 10 ans, ou est-ce que vraiment tu constates que c'est compliqué, quoi ? Non, c'est compliqué.
2021, on a eu une belle année de neige. 2022, de mémoire, on a eu aussi une belle année de neige. C'est l'année où j'ai fait la Transjurassienne, donc je crois que oui, j'avais pas mal skié, voilà. Parce qu'on est en plein hiver quand même. Voilà, Au moment où on parle, on est au milieu de l'hiver. Là, quoi. on est le 7 février. Normalement, à cette époque de l'année, voilà, on est sur les skis. L'année dernière, bon, j'étais en Guadeloupe, donc je suis un peu tronqué parce que voilà, mais il y avait un petit peu de neige, mais pas énormément. D'ailleurs, ils avaient fait une version raccourcie de la Transjurassienne. C'est toujours un peu, je dirais que nous, c'est un peu le point de repère, savoir si la Transju avait eu lieu dans l'intégralité ou non. Et en fait, cette année, j'ai skié 2 fois et les endroits où habituellement je skie, là, j'ai traversé en courant, quoi. Parce qu'il n'y a pas de neige, il y a des boucles un peu dans des combes isolées du style Lavaté, la forêt du Massacre, la forêt du Rizou, qui sont vraiment des endroits un peu plus froids ou autres, mais il n'y a pas de neige. J'ai fait ma traversée. Si je parle de Mout, tout le monde connaît en France Mout, qui est l'endroit le plus froid. Voilà. Et le point le plus froid en France aujourd'hui. Voilà. Si c'est pas en Europe, non, peut-être pas. Là je sais pas, mais non, c'est France. En France. Ouais, c'est France. En tous les cas, le 21 janvier, au-dessus de Mout, j'étais en suite et il faisait 8 degrés, quoi. Ouais, donc ça c'est clair. Il y a un problème quelque part. Alors, je suis pas un alarmiste, j'essaie toujours d'être un peu optimiste dans tout, mais voilà, il y a des faits. Il y a des faits, il y a des actes, et il faut, je pense, en prendre conscience et faire ce qu'il faut, quoi. Ouais, ça c'est voilà, je voulais que tu partages sur ça. Donc c'est le projet Concours. Hein. Moi, je vous invite à aller effectivement suivre ce projet qui s'appelle Traverser les 4 saisons, hein, jouer dans le massif jurassien au fil des saisons, comme tu l'as dit. C'est ça. Donc ce projet est en cours, il a été lancé. Est-ce qu'il y a une discipline ou est-ce qu'il y a une manière de traverser dans celle que tu vas réaliser qui est la plus challengeante pour toi, celle où tu te sens moins à l'aise? Est-ce que c'est à cheval peut-être? Est-ce que c'est à VTT, sur route? Ou est-ce que vraiment les différentes manières d'appréhender ce projet sont sous contrôle quelque part ou Ah non, c'est jamais sous contrôle. En fait, dans n'importe quelle discipline, et je pense que toi, en tant que sportif, tu le connais aussi, même si c'est des choses qu'on répète, qu'on s'entraîne, qu'on fait tout ce qu'il faut, il y a toujours à un moment donné, surtout sur de la très longue distance, il y a toujours à un moment donné un point qu'on n'a pas maîtrisé. C'est ce qui est sympa dans ce genre d'aventure. Sinon, voilà, est-ce qu'on irait vraiment? Non, on n'irait pas, clairement. Moi, là, aujourd'hui, celle qui me faisait la moins peur a été la pire, au final, parce que la traversée en raquette ski de rando, pour moi, c'était l'amusement ou autre. Ça a été galère. Pas galère, mais ça a été très long. Ça a été moralement, mentalement, il a fallu aller chercher profond ou autre. Donc ça, c'était une des premières choses. Ensuite, il y a l'aspect ski roue. Je l'avais pas prévu comme ça parce que je l'avais prévu sur le mois d'octobre. Mais du coup, vu que j'ai enlevé celle du mois de février dans skating, j'ai avancé celle en ski roue à début mars. Donc là, du coup, je suis parti dans une phase d'entraînement ski roue ou autre. J'ai les mains défoncées, j'ai des ampoules plein les mains, enfin voilà, parce que les bâtons, j'ai pas forcément l'habitude, c'est très raide et autres. Mais c'est de l'apprentissage, c'est savoir rebondir, c'est un peu ce que je recherche là-dedans. Dans l'inconnu, il y a la traversée à cheval, hein, c'est clair. J'ai retrouvé mon galop 1 que j'ai eu à 8 ans, donc j'étais assez content de le retrouver. De là à dire que je suis un cavalier, absolument pas. Là, je pars pour 550 km. Je pense qu'on va partir sur 5 à 7 jours, a priori, d'après... c'est une aventure, là. Voilà, d'après ce que me dit Axel, qui est une amie qui m'accompagne, parce qu'elle est monitrice, elle est éducatrice de chevaux, même de chevaux d'endurance. Donc, c'était vraiment la seule où je pars avec quelqu'un. Et tu la planifies quand, cette aventure-là? Départ le 15 octobre, pour arriver, j'espère, le 21 octobre, parce qu'après, j'ai les vacances scolaires, et puis j'ai Luna, donc je voudrais quand même être là pour ma fille. Et voilà. C'est une belle motivation, hein, de se dire, faut pas trop que je traîne, parce que ma fille va m'attendre. C'est ça, non mais c'est ça. Mais c'est génial de pouvoir partir en France, dans le Jura, à cheval, pendant 5-7 jours. Je trouve ça... Parce que je le redis, mais ce paysage est juste extraordinaire. On parle souvent, tu sais, nous les cyclistes, donc effectivement l'avantage à vélo, c'est qu'en une journée, tu peux parcourir des distances, et tu le sais très bien, ouais, assez longues. C'est ça. Assez longues. Et tu peux à travers cette traversée d'une journée, voir une multitude de pays. Et souvent, on se dit, ouais, mais moi, je vais aller rouler à l'étranger, je vais aller dans d'autres pays. Mais en fait, en France, alors moi, j'ai la chance d'avoir pu rouler dans plusieurs pays en Europe, et notamment également, je veux dire, aux US. Alors certes, il y a des pays, des paysages qui sont fantastiques, mais en France, on a des régions qui sont magnifiques. C'est ça. Et à plusieurs fois au début où effectivement j'avais plus roulé aux US qu'en France, je faisais la comparaison
en disant mais tiens, ça ressemble à l'Utah, ça ressemble à l'Arizona. Mais en fait, non. On a en France des régions qui sont formidables. Et le Jura m'a emmené aux États-Unis, très clairement. C'est le Colorado. C'est ça. le Colorado. Mais c'est ça, et en fait, suivant où on se retrouve, alors voilà, on va être dans la région des lacs, du style Maclou, Ilaine, Harley. Les gens vont dire ça ressemble au Canada, c'est le petit Canada ou autre. Complètement. Voilà, les lignes de crête au-dessus, voilà, même si c'est pas forcément très haut par rapport aux Alpes ou autres, on a toujours le point de comparaison des Alpes, mais en fait, on a un paysage qui est juste sublime. Non, mais si on parle de vélo, il y a des cols. Oui. Voilà, il y a des cols, que je peux te dire, moi j'ai fait passer les coureurs de Race Cross France cette année, enfin l'année passée en 2023 pour la première fois, et on va y retourner d'ailleurs, probablement, petit scoop, mais on va probablement y retourner en 2025. Dans le Jura, les Vosges, le Jura, ils étaient contents d'arriver à la base de vie pour se reposer. Hein. C'est ça. C'est pas plat. On appelle ça les hauts plateaux du Jura. Alors c'est magnifique parce qu'effectivement, mais il faut y accéder en fait. Tu vois, et puis c'est hyper vallonné en fait. Je dirais qu'un col dans les Alpes, on sait qu'on va monter. Alors, comme par exemple, j'ai fait Gravelman, je savais que le Grand Saint-Bernard, c'était 25 ou 22, je ne sais plus combien de kilomètres. Horrible, ce voilà. Ce col, il est horrible. C'était très long. Tu te cales à un rythme, et puis en fait, tu continues à ton rythme tout le temps. Dans le Jura, en fait, c'est un coup du 10%, après il va y avoir du 2%, du 3%, du 5%, et en fait, c'est toujours des vallons en fait, Ouais. Et du coup c'est hyper éreintant quoi. Ah, c'est vrai que quand je parle du col du Grand Saint-Bernard, je dis il est horrible. Alors il est horrible parce que je ne suis pas un grimpeur, très clairement. Il est horrible parce qu'effectivement quand tu es cycliste, 25 km à des pourcentages qui sont importants pour passer de la Suisse à l'Italie ou de l'Italie à la Suisse, il est autant horrible pour quelqu'un qui n'est pas grimpeur qu'il est magnifique par ses panoramas qu'il peut offrir. Alors, les panoramas, je les ai pas trop vus parce que nous, on l'a monté à 9h et on a fini à, je sais plus, ça devait être minuit et demi au-dessus. Donc, j'avoue que j'ai pas trop vu grand-chose. Ouais, mais c'est vraiment un endroit qui est très, très beau. Ouais. Voilà, en tous les cas, ça fait partie des... Il n'y a pas besoin... voilà. Et c'est vraiment dans le but de mes aventures et de ce que j'ai envie de faire. Et même, j'ai déjà des idées pour l'année prochaine. Enfin, j'ai déjà acté ce que j'allais faire l'année prochaine. Ou autre. Tu comptes... alors, voilà, ça, tu dis l'année prochaine, mais ce projet... Il est planifié sur l'année 2024, donc il a déjà commencé. C'est ça. C'est pour ça que je t'ai invité pour faire le focus sur ça. Tu comptes le finir cette année ou est-ce que tu l'as déjà étalé sur plusieurs années, pourquoi pas ? Non, le but c'est de le faire sur l'année. 2024. Intégralement sur l'année. Alors, le but de ce défi c'est de faire les 7 traversées, sachant que c'est même pas les 7, c'est 6 traversées et une bonus. Parce que c'est dans le skating, j'ai toujours dit depuis le début que c'était suivant les conditions. Je ne vais pas aller m'amuser à être obligé de marcher avec les skis de fond ou autre. Ce n'est pas le but. C'était de la faire comme je l'ai pu la faire en 2022, ou avec une belle neige. Voilà, c'est s'adapter au climat, certes, mais à un moment donné, on est là aussi pour prendre du plaisir. Voilà, et cette traversée en skating, j'avais toujours dit que c'était en suspens. Par contre, moi, l'aventure, elle s'arrête le 31 décembre 2024. Donc, si jamais il y a une traversée que j'échoue pour une raison X ou Y, elle sera remise avant la fin de l'année parce qu'il faut que le 31 décembre 2024, l'aventure soit bouclée. Terminé. Intéressant. Et comment Vincent Defrane t'accompagne j'imagine qu'il te suit forcément quand quelqu'un fait la promotion du territoire. Comment est-ce qu'il te suit ? Est-ce que tu échanges avec lui ? Alors, j'échange assez régulièrement avec lui. J'ai la chance qu'il m'accompagne avec sa marque Kayak. C'est-à-dire que voilà, je suis équipé 100% par sa marque. Et après, voilà, c'est des vocaux. C'est un partage de sportifs passionnés. C'est ça, de sportifs passionnés. Ça a été le matin de la traversée. Il devait être là pour prendre le départ. Malheureusement, il a eu un rendez-vous dernière minute. C'était le premier à m'envoyer un vocal, à m'appeler. Il m'a envoyé un vocal pendant la traversée, à la fin de la traversée. Enfin voilà, c'est vraiment un échange. Il est présent. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est tellement gentil, humble. Et enfin voilà, c'est... Champion olympique, hein, quand même. Champion olympique. Moi, ça a été mon enfance. Je veux dire, 2006, j'avais 16 ans. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, quand il m'a envoyé ce message, c'est une blague. C'était vraiment ça. Et quand tu es dans tes aventures, quand tu fais notamment, quand tu as fait le 21 janvier la première manière de traverser en tout cas le Jura, est-ce que dans les moments difficiles, ou pas forcément, dans les moments où même d'euphorie, où tu te sens bien, est-ce que tu repenses à l'avant, enfin avant le 18 février 2020, est-ce que tu imagines, tu revois Thomas Jamais. Avant, ou est-ce que vraiment, dans ce que tu me dis, je continue ma question du coup. Est-ce qu'il y a vraiment une coupure ? C'est une autre vie, c'est terminé, je me retourne pas, je regarde devant. Clairement, j'y pense pas.
Je dirais que j'ai des flashs depuis le 18 février 2020 où des fois, voilà, j'ai des choses qui reviennent à l'esprit autre. Mais moi, 18 février 2020, en fait, j'ai écrit un deuxième chapitre de ma vie. C'est-à-dire que on a le livre vie. Ouais, ça, je vois ce que tu veux dire. C'est toi l'auteur de ce livre. Voilà, on va dire que le premier chapitre, il a été coécrit par moi et par la société et par tous les gens qui gravitent autour de moi. Et à partir du 18 février 2020, je suis devenu l'auteur et l'écrivain de cette voilà, avec bien entendu toujours la société, les gens qui gravitent autour, tout ce que les gens peuvent apporter ou non dans la vie qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tous les cas, voilà, c'est un nouveau chapitre et ce nouveau chapitre, il s'écrit petit à petit avec des tomes et compagnie, quoi. Donc c'est un nouveau Thomas, très clairement. C'est pour ça que le film que j'avais fait, le court-métrage qu'on a fait sur la traversée du Jura, donc du 7-8 mai 2023, s'appelle Renaissance. Ouais, il est disponible ? Il est disponible sur YouTube. Ouais, c'est ça, c'est celui que j'avais visualisé, effectivement. Je vous invite à aller regarder Renaissance sur la plateforme YouTube. Et quelle est ta relation aujourd'hui ? Pourquoi ce choix ? Donc tu es devenu préparateur mental, coach en nutrition, avec des certifications ou des formations. Et là, tu vas sur un BTS diététicien nutritionniste. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir avoir ce diplôme et à t'orienter ta vie professionnelle sur l'alimentation ? C'est pour partager ton parcours, c'est pour impacter la vie des gens. On va dire que entre le projet de base et le projet d'aujourd'hui, il y a eu une légère évolution parce que, comme je dis, la vie, elle s'écrit au fur et à mesure des rencontres ou autres. Aujourd'hui, je suis parti aussi dans un projet d'aventure de promouvoir le sortir de la sédentarité. Et en fait, quand j'ai attaqué le BTS diététique à la base, je voulais vraiment faire de la diététique, diététicien, accompagner des gens au quotidien. Sauf qu'aujourd'hui, c'est toujours ce que je veux faire, mais d'une façon différente, en apportant aussi la partie activité physique, sortir de la sédentarité. Et en fait, en France, donc j'ai le diplôme de coach en nutrition qui me donne le droit de donner des conseils en nutrition sur l'alimentation saine ou autre. Je dirais qu'il est donné aussi un peu à tout le monde, mais au-delà de ça, il faut quand même aussi connaître le corps. Il faut aussi connaître toutes les fonctions les processus métaboliques ou autres pour pouvoir donner les bons conseils. Donc, entre ce qui marche pour moi et ce qui marche pour toi, il va y avoir des choses différentes et il faut comprendre tout ça. Donc, c'était important d'avoir un diplôme reconnu pour avoir le statut officiel de diététicien nutritionniste, même si aujourd'hui, très clairement, je ne me vois pas dans un cabinet à attendre. Alors, c'est pas péjoratif. Oui, je vois ce que tu veux dire, à recevoir des clients et des patients. Et dans un bureau. Voilà, moi, je le vois aujourd'hui comme... alors, je suis un peu poète, mais une ferme au bord de la GTJ et puis accueillir des gens en stage qui veulent réapprendre. C'est un super projet. Qui veulent réapprendre à manger différemment, qui veulent pourquoi pas s'orienter sur du végétarisme parce que moi je suis végétarien, ou apprendre à cuisiner différemment. Et tout en sortant de la sédentarité, en faisant de la rando, du trail, du vélo, du ski, de la raquette, n'importe quoi, de la trottinette ou autre. Mais c'est un super projet. Après, je peux comprendre ce besoin de diplôme, notamment en France, pour justifier de la capacité à donner des conseils. C'est ça. Je peux totalement le comprendre. Dans mon parcours professionnel, il y a un peu plus de 10 ans également, j'ai fait une certification en coaching, donc en coach professionnel. Et contrairement à toi, je n'ai pas persévéré. C'est-à-dire que j'ai eu cette certification, donc j'aurais pu effectivement avoir une clientèle, mais je me suis vite rendu compte que ça ne suffisait pas. Enfin, en tout cas, je me sentais... j'avais le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que j'avais cette certification, mais on est en France, et même si je regarde beaucoup ce qui se passe à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, où là, le diplôme compte beaucoup moins que ce que tu fais, tes actes... j'avais toujours probablement cette petite voix intérieure. Et donc, j'ai pas poursuivi dans cette voie. J'ai pas poursuivi dans cette voie à aller sur des diplômes de préparateur mental, des diplômes universitaires, comme ça peut exister. Et je peux comprendre ce que tu nous partages en disant, moi, j'avais besoin d'avoir ce diplôme pour prendre la parole quelque part. Alors oui, c'est ça. C'est surtout pour être aussi reconnu parce qu'en fait, c'est pas forcément la reconnaissance des personnes parce que là, je suis déjà intervenu avec en nutrition
dans des conférences du style, avec des médecins ou autres qui m'ont invité à venir, où potentiellement je me sens On t'écoute. où on m'écoute, où ma parole haute. C'est plus par rapport tout simplement à l'État et à ce qu'il demande pour être couvert des actes que tu puisses faire. Aujourd'hui, j'accompagne du monde. J'accompagne des personnes qui veulent sortir de la sédentarité, qui veulent se redonner des objectifs, parce que j'accompagne aussi bien sur la partie nutrition que fixation d'objectifs, se donner des défis autres. Par contre, la première des choses, c'est vous faites une prise de sang. Si vous avez la moindre pathologie de quelque chose, je ne peux pas m'occuper de vous. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas l'autorisation et il faut savoir rester aussi à sa place et autres, quoi. Non, c'est très intéressant. Très, très intéressant tout ce que tu nous partages et on comprend un peu plus, on découvre un peu plus le personnage. Quelle est ta relation aujourd'hui? Parce que tu as expliqué que tu étais végétarien. Est-ce que tu l'étais avant le 18 février 2020, donc date de ton opération? Est-ce que c'est arrivé immédiatement derrière? Est-ce que c'est arrivé plus tard? Quelle est ta relation avec l'alimentation Alors, c'est arrivé plus tard, mais de façon totalement inopinée, en fait. Petit à petit, j'ai commencé à moi. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se fait opérer de l'estomac, comme moi, il faut beaucoup mastiquer et autres. Bon, ça, on le sait, mais ça, c'est pas forcément que les gens qui se font opérer, c'est ce qu'on devrait tous faire. On devrait, je dis bien. Et en fait, il y a une viande qui est très difficile à manger, c'est le bœuf, parce qu'il faut la mâcher beaucoup. Puis en fait, au bout d'un moment, voilà, c'est compliqué. Donc j'ai enlevé ça de mon alimentation. Puis après, j'ai enlevé le poulet, j'ai enlevé le poisson ou autre. Mais de façon, je dirais, naturelle. C'est pas moi qui dis par conviction ou autre, non, je veux plus manger de viande ou autre. Et en fait, c'est un jour mon ex-femme qui me dit ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé de poisson ou de viande? Et effectivement, ça faisait peut-être 3, 4, 5 mois que je n'avais pas mangé de jambon, de tout ça. Et naturellement, en fait, ça s'est fait naturellement. Voilà, ouais. Et aujourd'hui, j'en ai pas du tout envie. Je me complète avec, je mange toutes les autres protéines, toutes les autres sources dont j'ai besoin pour être en forme, et il n'y a pas de souci. Et après, niveau de l'alimentation, c'est pour ça que tout à l'heure, la première question que tu m'as posée, quel poids tu fais aujourd'hui, je ne sais pas. Parce qu'en fait, après l'opération, je suis rentré dans un process où je me pesais tous les jours, voire 2 fois par jour, même des fois 3 fois par jour. Est-ce que ça a été dur mentalement derrière, après l'opération, justement? Ouais, ça a été dur. J'ai fait une dépression, j'ai fait un burn-out par rapport au travail ou autre. Et c'est pour ça que j'ai reconstruit complètement autre chose. Et ça a été dur parce qu'au début, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte de comment tu es réellement. Et c'est pour ça que je disais que ma fille était vraiment tout le temps présente et prépondérante dans mes images. Parce qu'un jour, je suis passé dans un dessin d'une petite fille de 4-5 ans, d'une boule, quoi, à un trait. Et là, à ce moment-là, c'est marrant, ça. voilà. Et là, à ce moment-là, et d'ailleurs, c'est un dessin que j'ai toujours, que je me sers en conférence quand j'anime des conférences voilà, c'est une image de vie qui pour moi est marquante, parce Clairement. que c'est le visage, c'est les yeux le regard d'un enfant. Voilà, tout à fait. Et on dit que voilà, la vérité sort de la bouche des enfants, et voilà. Et donc du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais quand même un peu de problème avec le poids toujours vérifié ou autre. Et au final, là, depuis, parce que je suis descendu à 78 kilos, 79 kilos, oui, j'étais content. Mais j'avais la peau sur les os, et puis c'était pas super beau à voir. Aujourd'hui, j'ai repris un peu plus de carrure. Et puis en fait, niveau sport, je suis vachement plus endurant avec le poids avec le poids que j'ai aujourd'hui. Voilà. Moi, je fais de l'endurance, je suis pas un sprinter, je suis pas un marathonien ou autre. Et voilà, c'est de la longue distance. Et puis, on est bien content sur des grandes épreuves d'avoir un petit peu de réserve pour tenir pour le aller coup. au bout. Pour aller au bout. Pour passer les moments délicats. Mais c'est hyper intéressant ce que tu nous partages sur l'envie, effectivement, la prise de décision d'avoir cette opération, donc l'ablation de l'estomac. Mais derrière, qu'est-ce qui a été difficile, Thomas? C'est quoi? C'est ton regard dans la glace, parce qu'effectivement, derrière, je pense que la perte de poids, elle a peut-être été rapide, ou en tout cas, de suite, tu t'es vu fondre. C'était quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire désormais? Est-ce que c'est à moi d'écrire, cette prise de conscience d'écrire, d'être toi-même l'auteur du livre? Est-ce qu'elle a été immédiate? Est-ce qu'il y a eu du déni? Est-ce qu'il y a eu, quand tu parles de cette dépression, c'était un mal-être par rapport à quoi? Il y a différents facteurs. Déjà, je me suis fait opérer, on a été confinés oui, c'est vrai. 7 ou 8 jours après, je crois, ou 10 jours après. On était confinés début mars. Voilà, donc 3-4 semaines plus tard. Voilà, donc déjà, ça a été compliqué, rester à la maison. Moi qui avais l'habitude de tout le temps voir du monde, parce qu'en commercial, c'est vrai que tu vois du monde tout le temps.
Donc ça, c'est une première des choses. Après, tu perds très vite du poids, parce que je crois que le premier mois, sans dire de bêtises, je crois que j'ai dû perdre 12 ou 13 kilos directement. Donc tu perds du poids très très vite. Et en fait, t'as pas forcément le temps d'assimiler ton image corporelle non plus. Et j'ai mis je ne sais combien de temps à racheter des habits. J'étais tout le temps avec les mêmes fringues, où je mettais 2 ceintures pour... Et en fait, à un moment donné, t'as du mal à prendre conscience. Tu vas dans un magasin, voilà, mon ex-femme me dit on va acheter des habits. Je suis arrivé, je sais pas, je faisais peut-être du 54 ou du 56 à l'époque de l'opération. Je suis arrivé, j'ai pris du 50. Alors que non, en fait, c'était du 44 qu'il fallait, quoi. Ou du 46, j'en sais rien. C'est des chiffres que j'annonce comme ça. Mais voilà, c'est prendre conscience et le regard dans le miroir. Moi, aujourd'hui, oui, il y a des fois, tu te regardes dans le miroir, tu dis, ouais, bon, là, tu vois, il y a un peu un bourrelet, un machin, un truc. Voilà, j'essaye de passer outre. C'est un travail, c'est comme, voilà, c'est de la préparation mentale. C'est avancer, se donner confiance et voilà, quoi. Et alors, est-ce qu'à l'inverse, est-ce que le fait que tu partages ce moment-là avec sincérité, est-ce qu'à l'inverse, il y a eu un rejet de l'alimentation à un moment donné? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ouais, je mange plus maintenant, c'est terminé? Est-ce qu'il y a eu parce que tu parles de bourrelet, tu parles de ceinture, est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une tendance avec un problème de relation avec l'alimentation? Ce que connaissent beaucoup de sportifs de haut niveau d'ailleurs, c'est le rejet, c'est-à-dire vouloir être, puisque le processus d'amaigrissement est enclenché, est-ce qu'à un moment donné, tu as failli basculer dans je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que j'arrête de bouffer, je maigris un maximum? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors oui, au tout début, ouais, c'est un peu là-dedans. C'est un peu ça. Sauf qu'en fait, au moment où tu te rends compte que t'es pas forcément en forme ou autre, donc là, j'ai su rebondir très très rapidement. Que t'étais pas dans la bonne direction. Voilà, que j'étais pas dans la bonne direction. Après, voilà, j'aime me faire plaisir. Par contre, je fais attention, je mange bien. Voilà. C'est quoi ta routine aujourd'hui? Ma routine aujourd'hui, c'est de manger déjà des produits locaux, voilà, des produits de saison, locaux, le plus proche de chez nous, enfin, dans une démarche un peu qui va avec la préservation du climat, de la nature, voilà, l'environnement. On a tout ce qu'il faut à portée de main. Je préfère me sacrifier de pas manger un aliment qui va venir de je ne sais quel pays, alors qu'on peut manger un autre, même si ça n'a pas le même goût, même si ça n'a pas forcément la même envie à l'instant T, mais qui va être plus bénéfique pour moi et pour la planète ou autre, quoi. Voilà, c'est plus dans cet aspect-là. Et puis par contre, oui, j'aime me faire plaisir. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut chez nous, donc on peut manger sainement, correctement. Voilà. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, et ça j'ai signé un pacte avec moi-même, le 17 février 2020, j'ai mangé une dernière fois dans une grande chaîne de fast-food, et j'ai dit c'est la dernière fois de ma vie que je mangerai dans ces genres de chaînes. Et ça, je pense que le jour où je suis contraint, j'ai déjà des copains qui ont voulu aller manger, ils y sont allés manger, moi j'ai attendu sur le parking et j'ai pas mangé. Et en fait, c'est non négociable avec moi-même, ça c'est vraiment le truc, c'est la seule part où le jour où je passerai de l'autre côté, ça sera un échec pour moi. Alors, ça m'amène cette question, qu'est-ce que tu transmets à ta fille sur ça justement? Alors, parce qu'elle, pour le coup, même si elle est petite, c'est une enfant, elle a son regard d'enfant. Donc elle l'interprète peut-être d'une manière différente qu'un adulte peut l'interpréter. Je veux dire, ton parcours de vie que tu nous partages là, elle a été la première témoin de ça, puisqu'effectivement, comme tu l'as dit, sur ces dessins, tu es passé d'une boule à un trait. Ça peut être le titre de l'épisode d'ailleurs, parce que je trouve que tu nous partages est hyper marquant. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que tu partages autour de l'alimentation avec ta fille? Alors, tu parlais des fast-foods, mais tu parlais de consommer de manière la plus locale possible. Comment tu partages ça avec ta fille? Alors, c'est un sujet un peu délicat parce que moi, je suis séparé. Avec la maman, on n'a pas forcément la même vision. Donc, moi, je donne ma vision à moi. C'est-à-dire que, voilà, on consomme local, on consomme avec les fruits et légumes de saison. J'ai la chance, donc moi, sur Besançon, on a plein d'agriculteurs ou autres autour de la maison. Je lui apprends. Tu partages ta vision et ta manière de voir la vie. C'est ça, de faire toujours un peu d'activité physique, de faire découvrir plein de choses. Je l'emmène à l'escalade, je l'emmène faire plein de trucs. Et elle prendra les décisions qu'elle a envie de prendre. Moi, je suis juste là en vecteur de communication en lui disant, moi, je vois les choses comme ça. Voilà. Moi, j'ai eu la chance à un moment donné qu'on me laisse aussi faire
mon expérience. Ça n'a pas toujours été les bons choix, mais aujourd'hui, on en tire des leçons. Qu'elle fasse la même chose, même si je vais essayer, bien entendu, comme tout parent, de pousser dans le sens de ce qui me semble le mieux pour elle, ce qui me semble le mieux, toujours une fois, voilà, mais on est tous des humains différents. Voilà, elle gravite dans une atmosphère avec moi où mon beau-frère a une épicerie bio locale au centre de Besançon, enfin voilà. Et je me dis que j'ai quand même plutôt réussi sur cet aspect-là quand pour son anniversaire, qu'est-ce que tu veux manger, Luna? Un Pokéball, papa. Voilà. Ou le petit jeu qu'on a les week-ends quand je l'ai, c'est qu'est-ce que tu as envie de manger? Un apéro. Je lui donne 10 €, elle va à l'épicerie, je l'attends devant, elle revient avec des carottes, des avocats, du fromage, et voilà, en disant on fait un apéro. Et en fait, c'est hyper sain. Voilà. Ouais, bravo. Donc, bravo. Non, je voulais t'entendre sur ça parce que c'est la relation avec les enfants autour de l'alimentation, surtout en ce moment, on parle de dérèglement climatique, tout ça, c'est hyper important. Et moi, j'ai 2 enfants qui ont quasiment le même âge que ta fille, et c'est important de parler de ça avec eux pour qu'il y ait cette prise de conscience. Et puisqu'on est dans le segment nutrition, comment tu t'alimentes durant ces traversées longue distance? Est-ce que tu as une alimentation très anticipée, préparée, ou est-ce que tu manges pas, ou voilà? Je te vois sourire en face de moi, c'est pour ça. En fait, ce que j'ai toujours, il y a la théorie et il y a la pratique. Dans les aventures longue distance, très souvent, c'est ça, effectivement. Donc, il y a ce que je vais dire à mes patients, aux gens que j'accompagne, il faut manger comme ça, avec un peu de glucides, machin. Et il y a la façon Thomas Biot de s'alimenter sur les courses. Alors, les gens, ils savent, ils rigolent maintenant. Moi, c'est simple, c'est soupe, comté, chocolat. Voilà. Je peux pas te dire mieux, c'est bouillon de soupe, du comté et du chocolat noir. Je mange que ça. C'est le secret de Thomas Biot. Voilà, et en fait, tout le monde sait, en général, quand on part, que ça Donc soit... alors un exemple, quelqu'un qui te suit, qui là t'écoute, a coché que tu étais présent sur la Race Cross France 1000 km, veut venir te voir sur une base de vie pour t'encourager dans ton aventure, ça sera soit une soupe, soit du fromage, soit du chocolat. Et ça te fera un grand plaisir. Ça me fera un grand plaisir avec, un petit peu d'oléagineux parce que j'aime bien ça quand même. Et voilà, non, moi, clairement, j'ai beaucoup de mal à m'alimenter sur les ultra longues distances. Alors, en vélo, pas trop parce que c'est... Pourquoi quand tu dis beaucoup de mal, c'est quoi? C'est que tu as peur ou tu as déjà eu par expérience des problèmes gastriques et donc tu es très vigilant sur ça, ou tu n'arrives tout simplement pas à ingurgiter ou... Non, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, quand on se fait opérer de l'estomac comme moi, on enlève donc 2 tiers de l'estomac. Et dans ces 2 tiers, il y a ce qu'ils appellent la gréline. La gréline, c'est la glande qui sécrète la faim. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais faim. Jamais, jamais, jamais. D'ailleurs, les amis, quand on part quelque part, des fois, ils me disent « Oh, c'est 14h, on n'a toujours pas mangé. Ah oui, excuse, mais en fait, moi, j'ai pas faim. » Donc toi, ça veut dire que ton cerveau, parce que généralement, effectivement, cette glande, elle envoie un signal au cerveau, et le cerveau te dit « Bon, hop, c'est l'heure, là, il faut manger. » Donc toi, tu n'as... Donc c'est plus des sensations. En fait, je vais avoir des sensations différentes que j'avais auparavant sur des coups de forcément moins bien, ou des fois des fourmillements à des endroits où je sais que c'est potentiellement que je peux être en hypo ou autre. Voilà, ça c'est j'ai appris avec l'expérience ton corps. à m'écouter. Et pour parler un peu de ça, j'ai fait sur ma première traversée là au mois de mai. J'ai fait des études avec un capteur de glucose comme mettent les diabétiques. Bien sûr, Super Sapiens par exemple ou autre. Voilà, donc là c'est une marque d'un laboratoire qui m'a fourni ça pour qu'on fasse des études avec le CHU de Besançon. Génial. Et en fait, au final, ça m'a permis de me conforter que mes ressentis que j'avais étaient en adéquation avec la courbe de glucose. Mais au final, sur ces traversées, j'ai mangé ce que j'ai dit là, du bouillon ou autre, très peu de glucose. Et en fait, j'ai dû faire 1 ou 2 hippos, mais sur 30 heures, et des hippos minimes, quoi, je veux dire, où on est à 0,6 au lieu du seuil minimal à 0,8, quoi. Donc, c'est pas grand-chose, quoi. Et donc, du coup, voilà, j'ai appris à m'écouter, à savoir à l'instant T. Alors, Alors, en vélo, c'est toujours plus facile de manger, parce que c'est pas traumatique. C'est traumatique pour les fesses, pour les genoux, pour ce qu'on veut, mais ça reste, voilà, il n'y a pas d'impact au sol. Donc, ce qui est plus facilement... Par contre, quand on est comme là, je vais être au mois de septembre sur 400 km en courant, là, c'est traumatique. Donc, c'est assez compliqué à m'alimenter. Je le sais d'avance, donc j'y travaille vraiment. C'est un entraînement quotidien, quoi. On part pas avec des baskets neuves. Donc, faut essayer faut essayer la nutrition.
Et moi, voilà, c'est bouillon de légumes. Donc, j'ai toujours des sachets de bouillon de légumes si j'ai pas le temps de la faire. Sinon, c'est moi qui l'a fait, qui déshydrate ou autre. Et après, chocolat noir. Ça, c'est avec des grosses amandes dedans. Là, ça, c'est réconfortant au possible. Et puis, je suis jurassien, donc comté, morbier, puis tous les fromages en général. Voilà. Et des oléagineux. Et ça fait... je mange ça. Et après, sur des longues distances en vélo, comme là, la race cross, je pense qu'il y aura l'envie à l'instant T. Peut-être que ça sera de manger, je sais pas, dans un supérette, il y aura un truc qui m'intéressera ou autre. En tout cas, sois rassuré, sur les bases de vie, il y aura de la soupe. Il y aura du chocolat et on fera en sorte qu'il y ait du fromage. Ah alors là, je retiens. Bon, en tout cas, c'est génial. Où est-ce qu'on peut suivre on arrive sur la fin de l'épisode, Thomas. Où est-ce qu'on peut suivre ton aventure ? Voilà, parce que là, tu l'as lancé au mois de janvier dernier. Où est-ce qu'on peut suivre ce projet ? Où est-ce que tu partages ? Où est-ce qu'on peut t'envoyer du support, en tout cas des messages d'encouragement, toutes les personnes qui nous écoutent ? Eh bien alors, sur tous les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, LinkedIn, voilà, tous. Après, il y a pas mal d'informations sur les traversées, sur les conférences que je fais sur mon site internet, www.thomasbillot.com, tout simplement. Et puis, si vous voulez suivre de façon encore plus intimiste l'aventure, j'ai créé un groupe WhatsApp que vous retrouvez dans ma bio, dans la bio sur mon compte Instagram. Vous pouvez pas mettre de messages, mais moi, toi, tu partages. Voilà, moi, je partage. Et en fait, sur toutes les traversées, sachant qu'on fait un film sur l'aventure, j'ai un vidéaste, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la communication. Donc, c'est pour ça il y a beaucoup de réels pendant toutes les traversées et qui me partagent des instants de vie qu'on verra pas sur les réseaux sociaux. Ouais. Quoi, voilà. Voilà, donc vraiment faire vivre la face cachée. Voilà, un petit peu pour que il y ait des privilégiés. Tout le monde peut être privilégié, donc vous pouvez tous rejoindre le groupe. C'est top. Je vous encourage à suivre effectivement cette aventure, traverser les 4 saisons, d'envoyer vos encouragements. Est-ce qu'on peut, quelqu'un qui nous écoute, qui se rend compte qu'en fait, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on va sur tes différents réseaux, on peut suivre un lien qui t'emmène sur la documentation, on va dire, sur le projet des 4 saisons, où tu partages le parcours. Il y a déjà les liens du parcours sur certains parcours, c'est ça. Même tous. Donc ça veut dire qu'on sait précisément par où tu vas passer. Exactement. Est-ce qu'à compter du moment où tu vas communiquer que tel jour, telle heure, tu te lances dans le trail, par exemple, comme tu nous l'as dit, le ski à roue ou le cheval, est-ce qu'on peut venir avec toi ? Oui, alors tout le monde est les bienvenus. Alors là, je le dis de façon très égoïste, mais en fait, par contre, je m'adapte à personne. C'est-à-dire que c'est mon aventure. C'est important que tu précises ça. Voilà, ouais. Alors c'est sûr que si c'est quelqu'un qui vient sur 10 km et qui va courir beaucoup moins vite que moi et que c'est son but de venir m'accompagner, je ne vais pas partir devant puis le laisser tout seul au bord de la piste. Ce n'est pas mon état d'esprit. Mais par contre, quelqu'un qui va aller plus vite que moi, non, je ne suivrai jamais ou autre. Le but, c'est de partager. Donc voilà, c'est bienvenu à tout le monde. J'ai une balise GPS avec moi tout le temps sur toutes les traversées. Donc on sait à 10 minutes près où je suis. Maintenant, en plus, elle marche. Donc merci Mathieu, merci Pierre-Antoine d'avoir pris le temps de chercher comment elle fonctionnait durant la première traversée. Et après, tout le monde est le bienvenu. On partage le matin sur le groupe WhatsApp la balise. Voilà, donc le lien. Tout le monde peut venir quand il veut. Le seul truc, c'est que c'est autonomie, donc c'est-à-dire que vous venez avec vos affaires. Voilà, il n'y a pas de... Moi, je me débrouille tout seul, même si j'ai un staff autour de moi pour la prise de vue ou autre. Par contre, je me débrouille. C'est moi qui vais acheter dans les supérettes quand j'ai besoin d'acheter. Voilà, c'est autonomie. J'accepte aucune aide extérieure programmée. Ouais, c'est intéressant. Ça, tu fais bien de partager. Et puis, j'ai encore 2 questions pour toi. C'est qu'est-ce que tu dirais à Thomas d'avant, donc avant le 18 février 2020, et quel message tu as envie de partager aux auditeurs et auditrices qui t'écoutent aujourd'hui ? Au Thomas d'avant, je lui dis merci, clairement. Voilà, merci parce qu'au final, le passé fait aussi l'avenir. Donc ça permet de rebondir, ça permet d'avancer. Et je lui dis merci d'avoir été ce qu'il a été, mais aujourd'hui, il n'est plus là et il avance, quoi. Et après, pour être très clair pour la deuxième partie, donc quel est le message ? Moi, il y a un message qui, depuis le 18 février 2020, est ancré en moi, c'est si tu veux atteindre le sommet, arrête de regarder la montagne, gravis-la. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que rendre possible l'impossible, c'est tatoué sur mon mollet et allons-y, quoi. Un grand merci Thomas pour la sincérité de ton partage.
tout le meilleur, plein de bonnes choses pour ce projet. Merci et puis à toi. j'espère qu'on aura l'occasion un jour de partager quelques kilomètres ensemble. Et puis, belle aventure sur la prochaine Race Cross France au mois de juin prochain. Merci à toi, merci de l'invitation et merci à tous ceux qui écouteront et partageront ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.